Mesdames et messieurs, eh bien, comme promis, je vous demande d'applaudir très très fort comme il se doit Alexis Michalik, le réalisateur. Bonsoir. De vrais applaudissements au théâtre, vraiment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup, merci pour ces premiers applaudissements. Et je crois que vous avez le record d'applaudissements de toutes les dates de journée. Bravo. Merci beaucoup pour l'applaudissement. Merci. C'est chouette. Moi, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup, c'est adorable. Surtout que j'ai entendu avant que vous applaudissiez vachement pendant le générique, je me suis dit, où est-ce qu'ils vont aller? Enfin, mais vraiment, c'est la première fois en quelques avant-premières que j'ai pu faire ou... Ouais, moi c'est la première fois de ma vie que j'entends les applaudissements comme ça. Bravo, merci beaucoup. Et, bon, ils ont coupé le générique, tant pis. Il y avait encore des petites surprises, désolé. Ah mince, on a. Ah, c'est pas grave. On le remet. C'est pas grave. On le remet, on fait tout. Ça sort le 9 janvier, ça tombe bien. Donc voilà, mais oui, il y a des petites photos, c'était pas grand chose, mais il y a des petites photos des personnages ayant réellement existé. Voilà. Merci infiniment, je suis tellement content de cet accueil. Bah écoutez, je suis avec vous jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte là-dessus? Oui, on peut s'asseoir, on va être bien comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Comme ça ou en bas? Comme ça, c'est mieux? Bon, bah donc voilà. Mais Alexis, j'ai presque envie de dire comme ça tout de suite, parce que c'est bientôt Noël, alors autant leur annoncer, non? Ouais. Parce que là, ils ont eu un plaisir visiblement à découvrir le film. Déjà, je suis curieux de savoir, combien il y en a ici qui ont vu la pièce? Ah, il y en a pas mal. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Bon, bah alors pour les autres, sachez qu'elle revient ici, à Aix-en-Provence, le 18, je crois. 18 au Jeu de Paume. C'est ça, hein? Il y a plus de place. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus de place? Ah bah il va falloir faire une deuxième. Ça rigole parce que c'est mon administrateur qui m'a dit tu leur diras de leur annoncer. Il y a déjà plus de place? Écoutez, je suis désolé. Bon, bah il reste le film. Pas une deuxième. Paris, encore. Bon, on fait ce qu'on peut, désolé. Une deuxième date peut-être? Une deuxième date, ouais, bah, je vais les appeler. Mais non, juste vous dire quelques mots sur ce film que je porte depuis 15 ans, donc bien avant la pièce. En fait, j'ai eu cette idée, voilà, j'étais encore un tout jeune homme, j'avais tous mes cheveux. Et ensuite, je l'ai conservé avec moi pendant près de 10 ans, ça a mûri. Et puis un jour, j'en ai parlé à une boîte de production, et ils m'ont dit, bah super, écris-nous le scénario, et puis on va le proposer à un vrai réalisateur. Et je leur ai écrit le scénario, et ils l'ont proposé à un vrai réalisateur qui a refusé, puis un deuxième, puis un troisième, ils ont refusé, parce que bon, bah, il y avait des raisons personnelles. Et je leur ai dit, bah moi, peut-être je pourrais le faire. Et on a essayé de le financer, et on n'y est pas arrivé. Parce que bah, le sujet, et puis les costumes, tout ça, les décors, un grand film, etc. Donc, en désespoir de cause, je leur ai dit, bah, peut-être que je pourrais le faire au théâtre. Et ils ont dit, bah, bon courage pour faire ça au théâtre, avec 40 acteurs, 40 personnages, tout ça, des costumes. Et puis le théâtre du Palais Royal à Paris a pris ce risque-là, et on a monté cette pièce avec 12 acteurs, et elle a connu un succès assez phénoménal qui a permis tout d'un coup au financement d'arriver, et à ce moment-là, on a pu faire le film. Donc c'est un film qui est devenu une pièce, qui est devenu un film finalement. Donc c'est une histoire assez particulière, je pense, et je pense qu'on a été un peu aidé par l'ombre d'Edmond Rostand, qui était de pas loin d'ailleurs, et était natif de Marseille, comme j'imagine que vous devez le savoir ou pas. Et voilà, donc c'est une jolie histoire. Je suis avec vous. Si vous avez des questions... Oui, bien sûr, il y a des micros qui vont circuler. Bah, mais voilà, juste ouais. J'en ai une, il y a 15 ans, donc il y avait déjà l'idée de ce scénario, le scénario a été écrit, et en 15 ans, ça a évolué, j'imagine? Oui, bien sûr. Il y a 15 ans, c'était le début de l'idée. Puis après, ça a un peu évolué jusqu'à devenir un scénario, et même quand je suis passé au théâtre, le scénario, il a évolué, et quand on est repassé au cinéma, il a encore un petit peu évolué. Ce qui fait que ceux qui ont vu la pièce peuvent voir que c'est globalement la même histoire et les mêmes mots, etc. Il y a des petites différences, un peu discrètes, mais qu'on peut trouver. Voilà. Alors le public, j'en suis sûr. Tout à fait. J'en suis sûr qu'il a plein de questions. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, bravo. Si je devais définir votre film d'un mot, je dirais qu'il a du panache, évidemment. Et surtout, il donne
au-delà de l'histoire de Cyrano, le portrait, comme l'avait fait Philippe Carr dans le spectacle qu'il a donné au Bernardine il n'y a pas longtemps, l'image d'un auteur extrêmement angoissé, qui doutait tout le temps de lui, et qui doutera encore plus quand il fera Chanteclair, qui sera une vraie difficulté pour écrire. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont incarnés dans des acteurs tous absolument magnifiques. Et c'est joué avec beaucoup de rythme. Et puis je suis tellement content de voir Michel Escaut jouer dans Tchekhov, et ce qui est aussi une autre façon de concevoir le théâtre, et qui doit être, je pense, un de vos auteurs de prédilection. Voilà. J'aime beaucoup votre question en tout cas. Non mais pardon, non, n'hésitez pas, s'il y en a d'autres, je veux bien poser une question, mais je veux dire d'abord ce qu'on pense du film. Oui, voilà, que puis-je dire de plus absolument. Oui, bien sûr, j'adore Tchekhov, évidemment, comme Rostand encore plus. Et qu'est-ce que vous me disiez au début je vais rebondir dessus, mais j'ai un peu peur de le film. L'écrivain angoissé. Qui est l'écrivain angoissé, exactement. Oui, et encore, je trouve que j'ai un peu atténué l'angoisse du personnage. Hein. Le vrai, en fait, je pense très honnêtement que le vrai Rostand pouvait être un peu moins sympathique. C'est-à-dire qu'il était vraiment très angoissé, à tel point que, voilà, là, celui-là, j'en ai fait quand même quelqu'un qui a de la langue, etc. Les lettres de Rostand à Rosemonde, que j'ai lues, la correspondance, vraiment, il est tout le temps en train de dire je suis nul, je sais rien, enfin, c'est très récurrent. Et Rosemonde, d'ailleurs, la vraie Rosemonde, elle est beaucoup plus présente dans la vraie vie, elle le soutient beaucoup plus. La Rosemonde que j'ai fait, c'est un... Enfin, on va dire que la Jeanne du film et la Rosemonde du film, en fait, c'était la Rosemonde, c'était la vraie Rosemonde, c'était sa muse, etc. Donc voilà, c'était... il fallait que je le rende quand même vraiment qu'il ait de la langue, qu'il ait quand même un peu de joie en lui, et c'est vrai que c'était quelqu'un de terriblement souffrant. Il s'était, quelques jours avant la première, il s'était retiré carrément, il était parti prendre quelques jours au vert parce qu'il ne pouvait plus supporter la pression. Enfin, c'était un garçon terriblement angoissé avant, après... Même après le succès qu'il a connu de son vivant. Oui. Parce qu'après, il y a l'angoisse de qu'est-ce que je fais après ? J'ai fait un succès, comment je vais refaire ça ? Donc c'était encore plus douloureux pour lui. C'était vraiment... Ça revient souvent, et dans ses descriptions, et dans le portrait qu'on a fait au Rosemonde de Gérard, qui a écrit un livre qui s'appelle Edmond Rostand, et voilà, qui est sa biographie du point de vue de son épouse. C'était très dur. Enfin bon. Et puis surtout, il y a deux Rostand pour moi. Il y a celui avant Cyrano et après Cyrano. Avant Cyrano, il y a l'envie, il y a le jeune homme qui veut y arriver, etc. Après Cyrano, c'est une autre histoire, parce qu'il est tellement porté au nu qu'on ne peut pas ne pas être atteint par les honneurs qui lui ont échu, quoi. Il a tout eu. Il a eu l'Académie française, il a eu la Légion d'honneur, il a tout eu d'un coup, très jeune, très vite, donc forcément ça monte un peu la tête, quoi. Vous l'expliquez à la fin du film, standing ovation, combien de temps ? 40 rappels. 40 rappels. Ouais, 40 rappels, et à la fin ils ont remporté les acteurs en triomphe. Non, c'est incroyable, mais c'est fou ce qui est passé. Vous avez souvent joué sur scène, justement, alors ? Moi, 40 rappels, j'ai jamais 40 rappels. Les 40 rappels, c'est une folie pure, ça dure combien de temps ? Oui, mais c'est une autre époque, il n'y a pas de cinéma, y a pas de, c'est vraiment le seul endroit où on peut se retrouver. Et puis, je crois qu'il se passe quelque chose avec cette pièce qui touche particulièrement un public. Et puis, il y a la magie de la première. Moi, j'avoue, quel que soit mon spectacle, le spectacle que j'ai créé, il y a toujours la magie de la première. Et Edmond n'y fait pas exception. Le soir de la première, il s'est passé un truc dans la salle, mais fou, quoi. Parce que les gens, ils sentent que c'est la première. Ils sentent que c'est la première fois qu'ils le voient, et qu'on le voit, et les acteurs aussi. Et je me souviens que quand on a joué, quand Edmond s'est joué à la première, il y a eu spontanément des applaudissements pendant le spectacle, hein, qui ponctuaient les scènes au fur et à mesure, qu'on n'a pas forcément retrouvé par la suite. Hein. Les gens, ils applaudissaient à la fin, normalement. Mais qui venaient de cette espèce de truc un peu particulier. Donc, à cette première de Cyrano, vous pouvez imaginer à quel point c'était le délire dans la salle. Et voilà, et moi j'ai plein d'anecdotes sur cette première, évidemment, que j'ai pas tout mis là-dedans, mais voilà, il y avait un ministre qui attendait en coulisses, entre deux actes de cette première, et qui allait voir Edmond alors que la pièce n'était pas finie, et qui lui a donné sa Légion d'honneur, en disant, la Légion d'honneur du ministre, en disant voilà, je vous donne la mienne, la vraie viendra dans quelques jours. Et 3 jours plus tard, il a eu la Légion d'honneur. 3 jours plus tard.
C'est-à-dire que vraiment, c'est vous dire le délire de cette première fois. Mais c'était fou, quoi. Alors des questions. Des questions, monsieur, juste là. Facile pas la tâche. Le micro, chez vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc une petite question qui vient de venir. Comment est-ce que quand on fait une pièce, vous avez fait donc le choix extraordinaire des personnes qui ont fait la pièce, comment après est-ce qu'on peut passer au film et aussi avoir ce choix des personnes, et comment est-ce qu'on a vu, on va dire, la Roxane de la pièce et se dire tiens, ça va être cette personne qui va faire le film et qui va encore aller plus loin. Je vais vous dire, avant même de faire le film, j'ai eu cette question qui s'est posée maintes et maintes fois, parce que mes pièces, en fait, se jouent longtemps. Et comme elles se jouent longtemps, il faut que je trouve des nouvelles équipes. Donc si vous voulez, le porteur d'histoire, par exemple, il y a déjà eu 8 équipes qui ont joué, qui jouent cette pièce. Porteur d'histoire, c'est la pièce qui est la plus longue et qui a la plus longue carrière jusqu'à maintenant. Mais ce soir, par exemple, on est quel jour là? On est vendredi, c'était joué à Paris, à Bruxelles et à Lyon. Donc dans 3 équipes différentes. Donc le côté trouver un nouvel acteur pour un nouveau rôle, c'est pas nouveau. Là, la différence, c'était que c'était trouver un acteur pour un nouveau rôle au cinéma. Et puis la grosse différence, c'est surtout que dans la pièce, il y a 12 acteurs. Dans le film, il y en a 40. Donc il fallait 40 acteurs de toute façon. Je pouvais pas prendre le même acteur et le grimer, ou alors c'était vraiment concept. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Et puis moi, j'avais, à chaque fois que je pars sur un nouveau projet, je me dis, c'est qui la meilleure personne à ce poste-là pour ce... Et c'est pas que les acteurs, c'est ma chef costumière, par exemple, je travaille avec elle tout le temps au théâtre, c'est la même. Pour un film comme ça, c'est pas possible, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est pas le même, il faut plus de bouteilles. Donc elle est venue bosser sur le film, mais elle a aidé au costume, mais c'était pas la chef costumière du film, c'est normal, quoi. Donc voilà, donc je me suis posé les questions en me disant j'ai un film à composer, j'ai un casting de troupe à faire, quels sont les acteurs dont je rêve au cinéma, et qu'ils soient connus ou pas, peu importe. Je veux juste quels soient les acteurs les meilleurs pour chaque rôle, et voilà, c'est la question que je me suis posée. Par exemple, le Edmond, Thomas Pérez, il me fallait un acteur qui ait à la fois un aspect juvénile, parce que c'est un jeune homme, Edmond, mais à la fois la maturité de jouer le personnage. Et Thomas, vous l'avez vu peut-être dans Sale Gosse, Mon Poussin, Intouchable, où il joue toujours des très jeunes, et il joue beaucoup avec son aspect jeune. Mais moi je l'ai vu au théâtre, je l'avais vu jouer des rôles vachement plus forts, quoi. Et je me suis dit, lui, il aurait carrément ces deux côtés d'Edmond. Voilà, et c'est ça le cinéma, c'est trouver, on va s'approcher très 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 près avec la caméra, donc on peut pas tricher. On peut bien sûr, les prothèses, etc., mais on peut tricher moins qu'au théâtre, quoi. C'est de la question, je sais qu'il y en a d'autres qui vont venir très rapidement. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un détail un petit peu croustillant sur le choix des personnes? Dans le genre, est-ce que vous avez refusé un rôle? Moi, personnellement? Non, oui, d'une star, de quelqu'un qui aurait voulu vraiment avoir ce rôle et que vous lui dites non, excusez-moi, là je vois vraiment celle-ci. Si seulement ça se passait comme ça, monsieur. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Moi, j'étais persuadé un peu au début que tout le monde, effectivement, allait accueillir en me disant j'aimerais tellement jouer dans ton... Allô, c'est Isabelle Adjani, je peux le dire. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a des gens qui, au contraire, par contre, ont refusé ma proposition de venir jouer dans le film. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que tous les gens qui sont dans le film ont accepté. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est un beau casting. Merci. Alors, il y a une question au centre. Oui, tout à fait. Demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup. C'est vraiment un superbe film. Merci à vous. Je suis personnellement passionnée de la pièce de Cyrano de Bergerac. Et j'aurais été curieuse de savoir, après tout le travail théâtral et maintenant cinématographique que vous avez fait sur la vie d'Edmond Rostand et sur Cyrano, quel est votre passage de la pièce qui est votre favori? Voilà. Eh ben, j'en ai plein. Bon, il y a les tubes, je les ai mis dans le film, le balcon, la tirade des nez. Moi, j'en ai 2-3. Il y a la scène de la... C'est des petits trucs. La scène de la distributrice, j'adore. Quand il est au premier acte, Cyrano, il vient d'empêcher la pièce de se jouer, et puis il a donné sa pension paternelle, et puis il dit, voilà, pension paternelle en un jour tu vécu. Et il est un peu dans un coin, il y a la distributrice qui vient le voir,
et qui lui dit excusez-moi, je vous ai entendu parler à votre ami, vous dire que vous n'avez pas mangé depuis 8 jours, acceptez quelque chose de mon panier, et il lui dit bah non, c'est bon, merci. Elle lui dit si, il dit bon écoutez, parce que j'ai peur de vous vexer, j'accepterai donc. Il dit la moitié d'un raisin, un verre d'eau plate, et puis la moitié d'un macaron. Et elle dit oh, quelque chose encore, il dit oui, la main à baiser. Et dans les escaliers, il prend la main qu'il baise comme une princesse. Et elle repart, elle est toute émoustillée, etc. Et plus tard, Lebray lui dit bah, tu vois, quand elle t'a regardé, la distributrice, là, elle n'était pas insensible à ton charme, donc va parler à Roxane. Et cette petite scène où juste en un instant, en quelques petits mots, quelques petits escaliers, tout est dit sur le petit ballet et ce qu'inspire Cyrano et aux femmes et aux hommes, etc. Je trouve ça merveilleux. Et des petits trucs comme ça. Il y a une phrase qui dit que j'adore, qui résume le personnage. C'est un moment, il discute avec Lebray, et il s'embrouille avec tout le monde, et Lebray lui dit bah alors, mais où te mènera la façon dont tu vis, quel système est le tien? Et Cyrano dit gérer dans un méandre, j'avais trop de parties trop difficiles à prendre, j'ai pris lequel, mais le plus simple est de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Voilà, le personnage résumé, machin. Et un dernier passage j'adore, c'est quand il y a De Guiche qui vient le voir, qui lui dit bon bah Cyrano vient de se battre en duel, et il a tué tous les gens qui menaçaient son ami Linière, donc il a fait un combat superbe, et en fait c'est De Guiche qui les avait envoyés, et De Guiche vient le voir à la rôtisserie de Ragno, et puis Cyrano commence à raconter son combat, et puis il y en a un qui dit ah je me demande bien qui c'est l'imbécile qui a envoyé tous ces gens, et puis De Guiche lui dit c'est moi. Ah, petit malaise dans l'assistance, puis il lui envoie quelques vannes, puis De Guiche va pour partir, et puis De Guiche en partant dit enfin, est-ce que vous avez lu Don Quichotte? Et Cyrano dit oui, je l'ai lu et je me découvre au nom de cet hurluberlu. Et il lui dit bah si vous avez lu, veuillez méditer sur le chapitre des moulins. Et Cyrano fait chapitre 13. Parce qu'il arrive qu'un grand bras chargé de vent, comme ça, et puis Cyrano dit j'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. Et voilà, les jette dans la boue. Voilà, tous ces poètes imprudents. Et Cyrano dit ou bien dans les étoiles. Des petits trucs comme ça, j'adore. Je les lis à chaque fois, je suis oh là là, c'est tellement bien quoi. Enfin après, on pourrait continuer toute la nuit, mais on n'est pas dans Cyrano. C'est Edmond dont on parle. Mais d'ailleurs, Alexis, juste là, je m'adresse à l'acteur. Est-ce que c'est le rêve de tout comédien d'interpréter un jour Cyrano ou... Ouais, bien sûr. C'est le rôle. C'est en tout cas l'un des rôles, mais en France, ouais, c'est un des rôles quoi. En Angleterre, c'est Hamlet. Le Roi Lear, enfin il y a toute la panoplie Shakespeare. En France, on a quand même Cyrano qui est là quoi. Après c'est un gros rôle, hein. C'est physique. Je vous avais déjà posé la question tout à l'heure, mais c'est quoi votre Cyrano préféré? Votre interprétation de Cyrano préférée, si vous en avez une? Je me suis, en fait j'ai découvert par la lecture, donc je m'imaginais Cyrano avant de le découvrir. Vous avez fait le vôtre quoi? Ouais voilà, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu au théâtre c'était Villermoz, qui était super. Voilà, génial, mise en scène de la Comédie Française. Mais j'avais surtout adoré la mise en scène de Potalides. Et puis voilà, puis après il y en avait plein d'autres évidemment. Celui que tout le monde connaît c'est Depardieu, parce que le film, parce que tout ça c'est merveilleux, mais il y en a plein. Allez, une autre question. Je vois qu'il y a, je sais pas si... C'est toi? Oui, voilà, monsieur. Ah, voilà. Désolé, ça va arriver. Je sais qu'à chaque fois on essaie de le tenter. On n'avait pas fait le côté droit encore. Bon, bonsoir. Bonsoir. Je voulais me demander si le personnage de Honoré qui tient la brasserie a vraiment existé. Hélas non. J'aimerais bien qu'il ait existé. Peut-être a-t-il existé, mais en tout cas, en fait, le personnage d'Honoré et le personnage de Jeanne, et dans une certaine mesure le personnage de Léo, c'est trois personnages qui sont là pour amener l'inspiration à Edmond et pour mettre l'essence de Cyrano, de Bergerac, la pièce, dans le film Edmond. C'est-à-dire que Honoré, c'est l'inspiration de Cyrano. Quand il voit Honoré, il voit ce mec qui parle bien, qui est capable de faire des poèmes, de faire des vannes, d'être drôle et en même temps d'être autoritaire, en même temps de mettre le mec le client raciste dehors. Il se dit il a quand même la classe, puis ensuite il l'emmène dans sa bibliothèque. Ah oui, c'est un abruti. Ah bah voilà, il y a Cyrano qui commence à naître dans sa tête. Quant à Jeanne, c'est l'inspiration de Roxane évidemment, mais c'est aussi il fallait retransmettre ce triangle amoureux qu'il y a dans Cyrano, entre Cyrano, Christian, Roxane, et pour ce triangle amoureux, il fallait que Rostand ait deux
2 personnes qui puissent former ce triangle avec lui, et c'est donc le rôle de Léo et Jeanne. Voilà, mais la plupart des autres personnages sont réels, même s'ils sont inventés. En même temps, pour pouvoir justement prendre des choses et les faire siennes, non? C'est le principe des auteurs aussi. Oui, bien sûr. Bah, après, oui, bon, c'est pas l'autofiction, mais je pense que dans tous ces personnages, il y a un peu de nous. Voilà, il y a un peu de moi dans Edmond, il y a un peu de moi dans Coquelin, il y a un peu de moi dans Honoré, dans Jeanne et dans Léo. C'est normal, même si on ne cherche pas, on met forcément un peu de soi, quoi. Une question, je crois. Oui, il y avait devant, là. Ici, monsieur après. Bonsoir. Bonsoir. Merci, film exceptionnel. Merci à vous. Il y a une mise en scène formidable. Il y a juste un petit truc. Au dernier acte, quand ils sont au théâtre, Ouais. pourquoi les avoir sortis quand... Du théâtre. Voilà. Alors, pourquoi être rentré au cloître? Voilà, sortir de la pièce. Est-ce que vous avez reconnu le cloître ou pas? C'est lequel? Non, mais je veux savoir s'il y a des spécialistes en cloître médiévaux. C'est dans le sud, hein? Non, c'est dans le sud, mais vers Toulouse. Oui, j'ai entendu, ouais. C'est Moissac. Quelqu'un dit Moissac. Ouais, cloître de Moissac, parce que tout simplement, tout le film a été tourné en République tchèque. Sauf cette scène-là. Je vais répondre. Et tout simplement parce qu'il me fallait un cloître, et donc j'ai tapé sur internet cloître avec arbre. Ah, c'est comme ça qu'on fait en fait. Mais il en fallait un, quoi. Donc j'ai trouvé moi ça, je me suis dit, il est magnifique ce cloître, c'est là où il faut aller. Donc on est descendu, on est allé tourner là-bas. J'étais super content de nous avoir parce que ils ont pas souvent des tournages. Et voilà, c'était le dernier jour de tournage du film. Pourquoi on a tourné dans ce cloître réel? Parce que ce que j'essaie de symboliser, c'est que dans la pièce, en fait, dans la pièce, dans l'élément de la pièce, tout simplement, il joue la dernière scène de Cyrano, et il y a l'arbre qui descend, et tout d'un coup, on est dans Cyrano. Et comme le public est au théâtre, en fait, ils se retrouvent public de Cyrano 1897, et ils applaudissent comme s'ils étaient le public de l'époque. Mais au cinéma, il n'y a pas la même chose. Hein. Et au cinéma, ce que j'essaie de symboliser, c'est qu'à ce moment-là, ils sont tellement dans la pièce, le public de 1897, qu'ils oublient qu'ils sont au théâtre. Et comment est-ce que je symbolise le fait qu'ils oublient qu'ils sont au théâtre? En plongeant dans la scène et en juste racontant l'histoire. Ils oublient qu'il y a des coulisses, ils oublient ça, ils sont juste dans Cyrano, Roxane et ce qui leur arrive à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de symboliser ce passage. Merci. Alors je crois qu'il y a une question de monsieur. C'est un jeune homme, mais du coup, ouais. On l'a retrouvé. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, je voulais juste vous remercier pour le film et de nous rappeler que le cinéma français et le théâtre français est magnifique et pas loin. Merci pour ça. Merci pour votre question. Et non, j'avais une question. À partir de quel moment et pourquoi vous avez voulu faire un film, du coup au début, même en tout premier, sur Edmond Rostand et pas un film de Cyrano de Bergerac? Ça a déjà été fait, un film de Cyrano de Bergerac. Oui, mais il y a différentes adaptations. Ouais, c'est pas intéressant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose de nouveau. Enfin, c'est de rajouter un truc. Et puis en plus, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment ça a pu germer dans la tête de quelqu'un, ce chef-d'œuvre. Plus que voilà, un film de Cyrano, vous les avez vus, hein, il y en a eu depuis le tout début, et voilà quoi. Donc bon, c'était déjà fait. Oui, ça peut être fait. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de raconter quelque chose qui n'avait pas été raconté. En fait, j'étais presque, moi, pendant ces 15 ans, j'étais surpris, parce que je me disais, mais personne n'a encore raconté ça, alors que c'est une histoire de dingue. Et j'espérais juste que quelqu'un n'allait pas le faire avant que j'arrive enfin à raconter faire ce film, quoi. J'aurais été dégoûté, quoi. Mais heureusement, à partir du moment où la pièce existait, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai mis le dessus, personne va refaire un truc là-dessus, c'est fait, quoi. Et je peux vous dire aussi pourquoi je voulais en faire un film et pas une pièce à la base, parce que je me disais, en fait, je veux m'adresser pas qu'aux gens qui vont au théâtre. Je veux m'adresser à tout le monde. Je veux raconter cette histoire merveilleuse. Cette histoire, elle n'est pas réservée au public de théâtre. Au contraire, je pense qu'elle peut fédérer, qu'elle peut faire. Ça peut être un public populaire, quoi. Voilà. Et peut-être leur donner envie, s'ils sont jamais mis les pieds au théâtre, leur donner envie d'y mettre les pieds. Ce serait super.
Merci. Et juste, j'imagine qu'en 15 ans, du coup, les recherches sur Edmond Rostand, vous êtes le spécialiste aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que considèrent les médias, je pense. Parce que depuis la pièce, tout le monde m'appelle pour me dire bonjour, on fait une commémoration Edmond Rostand, est-ce que vous voulez venir parler? Voilà. Je suis plus glamour qu'un professeur d'université, j'imagine. Donc, du coup, ils disent allez, on va l'appeler Michalik. On sait qui appeler si on a besoin. Ah oui, j'espère d'ailleurs pas trop dire de bêtises, mais oui, forcément, j'ai beaucoup lu. Alors, il y en a un qui a encore plus lu que moi, c'est Thomas Oliveres, parce qu'il a préparé son rôle avec une application, etc. Donc, il a lu tous les bouquins possibles et inimaginables sur Edmond Rostand. Il avait appris à écrire comme Edmond Rostand, enfin, il était comme un dingue. Et voilà, mais oui, forcément, on se renseigne. Mais je me suis arrêté à Cyrano. Après, ça m'intéressait pas. C'est moins intéressant après. Moi, en tout cas, c'était pas mon sujet. Et puis, comme je vous disais, c'est un autre Edmond, c'est un autre Rostand. Il se construit à Arnaga, il se construit un palais avec l'argent qu'il a gagné, il est célébré, etc. Bon, c'est pas exactement la même histoire qu'on raconte, quoi. C'est Edmond II. Alors, des questions. Je crois qu'il y avait mademoiselle et ensuite derrière. Ouais. Ah pardon, vous avez déjà le micro. Vous avez déjà le micro. Moi, je m'interrogeais sur le choix de la musique du Boléro de Ravel. Ouais. Pourquoi Ravel? Déjà parce que c'est une musique qui entraîne, qui traduit bien la montée de la tension d'avant la première. Et ça s'arrête juste avant que le rideau s'ouvre. Et ensuite, pour deux raisons. D'abord parce que dans la pièce, il y a un petit clin d'œil. En fait, dans la pièce, il y a un jeune musicien qui s'occupe de tout le monde et qui s'appelle Maurice, qui s'occupe des musiques de la pièce. Et à un moment, Maurice, il vient voir Coquelin pendant le milieu des répétitions. Il dit excusez-moi, monsieur Coquelin, est-ce qu'on sera payé cette fois? Et Coquelin dit bien sûr, Maurice, bien sûr. Il dit Puis Edmond lui dit seront-ils payés? Et Coquelin fait neigera-t-il en août? Ça c'est au milieu. Et puis à la fin on entend le boléro qui monte. Et puis ils sont en train de se préparer. Et puis tout d'un coup Edmond fait excuse-moi, Maurice, c'est quoi cette musique là? Et Maurice fait c'est de moi, un boléro, ça vous plaît? Et Coquelin fait oui, ça a son charme. Donc c'était une vanne avec c'est Maurice Ravel, d'accord. Mais au cinéma c'est plus difficile à traduire parce qu'il n'y a pas d'orchestre qui est en train de jouer, on les voit pas en tout cas. Donc j'ai coupé le personnage de Maurice. Et puis parce que c'est tombé dans le domaine public il y a 3 ans, et c'est vrai que ça nous a permis de ne pas payer de droits sur le Boléro de Ravel, ni au théâtre ni au cinéma, et ce qui est assez pratique, je dois dire. Et même on l'a recomposé, c'est pas le Boléro remix. Voilà, c'est un remix du Boléro que Romain Trouillet, qui est le compositeur de toutes les musiques, qui est un génie de la musique, vraiment, qui je pense va faire dans les 10 ans tous les films qui ont besoin de musique orchestrale, parce que c'est assez brillant ce qu'il fait. Voilà, il a remixé le Boléro pour que ça tombe pile poil sur le bon montage de l'histoire. Merci. Une petite remarque aussi, le parallèle, donc ça termine par des images de films, on n'est plus sur la scène, et par contre au début il dit, quand il découvre le cinéma des Frères Lumière, il dit bon c'est foutu, le théâtre est fini, ce sera plus que le cinéma. Oui, il dit ça. Ce parallèle. Parce que ça lui fait peur, mais en réalité, on sait aujourd'hui que le théâtre n'a pas disparu. Mais lui, c'est pour lui mettre un petit coup d'angoisse supplémentaire. Et puis finalement, s'il pouvait savoir que Cyrano, ça allait être monté au cinéma maintes et maintes fois, c'est aussi ça l'ironie, c'est qu'il a peur du cinéma, alors que le cinéma va perpétuer le mythe de sa pièce, qu'il n'a pas encore écrit à ce moment-là. Et grâce au cinéma, on parle de lui. Bien sûr, grâce à votre continuera. S'il pouvait se dire, au cinéma, dans 120 ans, on fera un film sur ma vie qui est en train d'écrire Cyrano, il viendrait fou. Alors, mademoiselle, une question deuxième rang. Oui. Alors, moi, je voulais juste savoir si vous étiez célibataire. C'est une question qu'on n'a jamais posée jusqu'à maintenant. Vous êtes la première à poser cette question. Écoutez, je suis ravi d'entendre cette question. Alors, je suis sur Instagram. Non, mon cœur est pris, malheureusement.
pour vous ou pour votre père, je ne sais pas. Non, je ne suis pas célibataire. Mais je suis très heureux. Ce film était pourri. Hein? Mais par contre, Tom Leb est célibataire, c'est l'acteur qui joue Léo dans le film, il est pas mal, on va pas se mentir, et il est aussi sur Instagram. Et Thomas a trouvé l'amour. Bon, merci quand même. Je vais vous dire que Thomas a trouvé l'amour sur le tournage. Enfin, bon. Avec Sean. Alors au fond une question, mais il est question d'amour aussi dans Cyrano, c'est pour ça. Oui. Merci, c'était trop bien. Super, bonsoir. Bonsoir. Et je voulais vous demander, ça vous a fait quoi de jouer dans votre propre film? Ah, c'était cool. C'était cool, et puis surtout, c'était chouette de jouer ce rôle-là. En fait, moi, j'adore jouer les connards. J'adore jouer les mecs qui sont insupportables. Et puis c'était drôle parce que Fédo, c'est un mec qui écrit des pièces à succès. Et moi j'écris un peu des pièces à succès, donc en plus il y avait cette espèce de petit truc. Donc voilà, c'était drôle. Et pour la petite anecdote, Courteline qui joue avec moi, Benjamin Bellecourt, l'acteur Benjamin Bellecourt qui joue, avec qui on fait un duo, on est tous les deux dans Kabul Kitchen. Je sais pas si vous connaissez cette série. Là on a tous les deux pareil un duo dans Kabul Kitchen. On se connaît depuis bien plus longtemps que ça, on était au lycée ensemble. Et il est également le producteur de le spectacle. On écrit ensemble et il est l'un des coproducteurs du film. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié, on va dire. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et alors je sais pas si c'est passé par ici, le cercle des illusionnistes, c'est passé en France, non? C'est quoi? Alors le cercle des illusionnistes, c'est une autre de mes pièces qui parle de la magie au 19e siècle et des débuts du cinéma, avec l'histoire de Georges Méliès. Et en fait, les acteurs du cercle des illusionnistes jouent dans le film, ils ont tous des petits rôles. Et dont, quand il est devant les Frères Lumière, l'acteur qui lui dit entrer, c'est un franc l'entrée, c'est celui qui joue Antoine Lumière dans le cercle des illusionnistes, Michel Derville. Et quand il rentre dans le cinéma, il est en train de regarder le film et il y a un type à côté de lui avec une barbiche qui dit « Prodigieux, c'est prodigieux !» Et ça, c'est Arnaud Dupont qui joue Georges Méliès dans la pièce. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et ce moment où justement Méliès, il assiste à la première présentation des Frères Lumière, ça c'est vrai, c'est ce que je raconte dans le cercle des illusionnistes, parce que le fait qu'Edmond il soit, ça c'est de la fiction, mais par contre il y a Méliès qui se retrouve, qui est là ce soir-là et qui regarde ce film-là et qui se dit mais c'est dingue, mais il faut absolument racheter cette machine, et qui va aller parler aux Frères Lumière et dire est-ce que je peux vous racheter la machine, et ils vont dire non, et Antoine Lumière va dire écoutez, franchement je vous fais une fleur parce que certes cette invention elle sera exploitée comme une curiosité scientifique, mais elle n'a aucun avenir commercial. Et du coup, Méliès va aller construire sa propre machine. Enfin, bon, ouais, il y a plein de petits détails dans les détails, mais voilà, pour vous dire. Voilà, c'était une petite anecdote, mais c'est tout. C'était plus long que prévu cette réponse, mais voilà, mademoiselle. Ça vous va? Ça vous convient? Ouais. Alors après, juste pour terminer, techniquement, c'est vrai que quand on joue dans son film, forcément, on n'est pas là pour diriger, donc il faut qu'on joue, et puis ensuite on va voir le petit combo pour voir comment était la prise, et puis on revient, il faut que je remette ma moustache, ok. Et puis, mais sinon, ça prend un petit peu plus de temps que quand on n'est pas en train de jouer dedans, mais sinon c'est super. Vous n'aviez pas imaginé vous donner un plus grand rôle, non? C'était... Ouais, si, je l'ai imaginé, et puis je l'ai oublié. non, j'allais pas jouer Edmond, mais si, j'y ai pensé un moment, et puis voilà. Je me suis dit que... Pour un premier film, c'est... Ouais, pour un premier film qui n'est pas un tout petit film, qui est quand même un certain budget, une certaine ampleur, beaucoup de monde sur le plateau, c'était peut-être plus prudent de pas faire un énorme truc tout de suite. Donc voilà. Et puis j'avais vieilli, je préférais confier le rôle à des gens plus jeunes et plus beaux. Allez, une question. Oui, je vois, madame la maman. Bonsoir, non, la grand-mère. La grand-mère, très bien. Je vais rabaisser un tout petit peu le débat. D'accord. Est-ce que Tom Leb et Lucie Bougena sont des fils et des filles d'eux? Ah, alors il y en a un qui est le fils d'eux et il y en a une qui est la nièce d'eux. Mais c'est vraiment pas pour ça que je les ai pris. C'est vraiment parce que c'était super comédien. Alors je vous en prie. Alors,
On n'a pas parlé d'Olivier Gourmet, qui est quand même génialissime. Moi, je le trouve en Cyrano. Non, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai presque envie de le voir vraiment interpréter Cyrano sur scène, quoi. Ouais, proposez-lui. Hein. Je pense que il a quand même un planning de ministre. Hein. Il tourne vraiment beaucoup. Mais non, c'était génial d'avoir Olivier Gourmet. C'est un acteur fabuleux, hyper humble, bosseur. Enfin, c'est vraiment merveilleux de l'avoir sur le plateau. Comme tous d'ailleurs, hein, mais lui qui avait un rôle vraiment costaud, qui jouait Cyrano, etc. C'était un bonheur de le voir jouer. Il y a des acteurs comme ça, moi Dominique Pinon, enfin Billy Poulain, tout ça. Quand je voyais Pinon et Gourmet faire la scène du duel, c'était vraiment c'est un fantasme de gamin, quoi. C'est deux acteurs merveilleux qui sont en train de jouer pour vous, enfin c'est super. Voilà. Oui, alors. Le micro circule. Bonsoir. Au revoir, bon appétit. Il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, si je comprends. Si elle avait babysitter et tout, allez-y. Vraiment, c'est pas un problème. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bravo pour ce très beau film. J'ai particulièrement adoré, moi, la scène, justement, où on sort du théâtre pour aller dans le film, pour effectivement imaginer ce que voient les spectateurs. Voilà. J'ai trouvé que c'était un très beau film, très riche, qui faisait vraiment un très bel hommage aux acteurs, au spectacle et tout. En fait, j'ai juste une petite question par curiosité. En fait, ça m'a beaucoup fait penser dans la trame à Shakespeare in Love. Est-ce que ça vous a inspiré? Bien sûr. En fait, je pense que c'est le petit germe de début. Shakespeare in Love, c'était il y a 20 ans à peu près, je crois. Et je l'ai vu, j'ai été bouleversé, je trouvais ça merveilleux. Moi, j'ai une double culture. Ma mère est anglaise, donc je suis à moitié anglais, donc j'ai grandi en voyant beaucoup de films anglais, britanniques, anglo-saxons, américains. Et ouais, Shakespeare in Love, ça a été un bouleversement, et je me suis dit, mais c'est génial cette idée de raconter la naissance d'un chef-d'œuvre, tout en racontant l'histoire de son créateur, et des trucs, mais en même temps c'est une comédie, donc c'est pas vraiment un documentaire, c'est super. Pourquoi on n'a pas fait ça en France? Et puis bon, 5 ans plus tard, en relisant Cyrano, je me suis dit, mais dis donc, et si c'était l'histoire d'Edmond qu'on racontait? Et ce qui est marrant, c'est que au moment où j'essayais de financer le film et qu'on n'y arrivait pas, je suis parti à Londres pour voir des comédies musicales et des pièces de théâtre. Et parmi ces pièces de théâtre, il y avait Shakespeare in Love, adapté au théâtre. Et j'ai vu Shakespeare in Love et je me suis dit, mais en fait, Edmond, ça pourrait marcher au théâtre. Et je me suis même dit, en fait, le seul problème avec Shakespeare in Love au théâtre, c'est que le film a déjà existé. Et donc on vient voir le film. Alors que si on avait vu la pièce d'abord, mais ce serait merveilleux, parce que cette pièce, elle serait complètement dingue. Je me suis dit, en fait, Edmond, il faudrait que ça soit d'abord au théâtre. Et je suis rentré et j'ai appelé les producteurs en disant, si je le faisais au théâtre? Et j'ai ouvert mon scénario, j'ai regardé, j'ai relu, et je me suis dit, mais il y a plein de défauts qui me sautent aux yeux, en fait. Et voilà. Et je savais pas qu'en ayant cette idée-là, ça allait permettre au film de se faire, mais c'est le cas. C'est fou, hein? Allez, encore 2 petites questions, grandes, mais 2. Après, on va manger. Personne? Oui, personne? Non, c'est pas grave. Non, dites. C'est pas grave, Mademoiselle? C'est depuis que j'ai dit que j'étais passé célibataire, il n'y a plus personne. Voilà, il y a des choses à pas dire. Bon, on s'en va. Bonsoir. Donc pour finir, je voulais savoir quelle est la version de Edmond que vous préférez, enfin que vous trouvez la plus aboutie, celle au cinéma ou celle au théâtre? Un peu comme demander de choisir entre mes 2 enfants, quoi. J'ai pas d'enfants, mais c'est difficile, mais non, j'en ai pas. Tout n'est pas encore perdu, mademoiselle, on peut encore espérer. J'ai pas de bague, pas d'enfant, c'est possible. Mais sinon, non, mais c'est 2 choses très différentes. Je peux pas vous dire qu'il y en a une qui est plus aboutie que l'autre. Il y en a une que je rêve de faire depuis 15 ans et il y en a une qui m'a permis. Enfin, j'aime les deux, quoi. J'aime les deux. Et c'est marrant, il y a quelques jours, je suis retourné voir les acteurs au théâtre, parce qu'ils sont en tournée et ça faisait longtemps que je les avais pas vus, donc il fallait que je fasse des notes, etc. Et ça m'a fait super bizarre tout d'un coup de voir la même histoire, mais jouée d'abord au théâtre et ensuite par d'autres acteurs. Ça m'a fait très bizarre, parce que comme je suis en tournée avec le film depuis quelques mois là, maintenant. Mais non, c'est le même. C'est 2 plaisirs très différents. Le cinéma, je sais que ça va aller toucher des gens qui n'ont jamais mis les pieds au théâtre. Je sais que le film est plus, on peut s'approcher plus, on peut jouer plus avec la musique, on peut aller plus vers l'émotion, on peut soulever certaines choses qui sont plus domaine de l'émotion. On pousse moins sur la voix. La scène du balcon, je sais que vraiment,
dans le film, c'est une petite charnière. Quand arrive la scène du balcon, tout d'un coup, on se dit, ah, ok, ah, en fait, c'est un film qui va jouer avec à la fois le rire, à la fois l'émotion, etc. Dans la pièce, on pousse plus, hein, y a plus de... La farce est plus poussée, on est obligé de porter, etc. Donc les gens rient très très fort, en général, dans la pièce, peut-être plus que dans le film, il y a peut-être moins d'émotion. Et dans la pièce, c'est marrant, il y a un truc qui varie, c'est les 10 premières minutes. Parce que les 10 premières minutes de la pièce, en fait, il y a beaucoup de changements de décor. Et donc, du coup, le public se dit ah ouais, il y a du spectacle, waouh, c'est un peu un show, quoi. Alors que dans le film, les scènes elles changent, mais il n'y a pas de magie, quoi. Il n'y a pas les gens qui poussent les décors, et cette mise en scène, elle est dingue, elle n'est pas tourbillonnante, non, la pièce, le cinéma est grand. Donc, dans le film, il faut quand même 10 minutes avant de se dire ok, je rentre dedans. Alors que la pièce, ça prend beaucoup moins de temps. Oui. Et je pense que ça tient vraiment à ça. Ça tient au fait que les codes de mise en scène de la pièce amènent tout de suite un truc un peu... Mais par contre, à la fin du film, cette utilisation des gros plans, le fait de pouvoir aller chercher le public, le fait de pouvoir aller... ça fait une montée d'émotion plus forte. Donc voilà, c'est vraiment... si je devais... Merci. Je vous en prie. En tout cas, n'oubliez pas, le film sort le 9 janvier, parlez-en autour de vous, c'est la fois. Merci d'être venu. Alexis, merci infiniment.